Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h à la une ce soir. L'ouverture ce samedi du 15e sommet de l'OCI à Banjul, un sommet placé sous le signe du renforcement de l'unité et de la solidarité. Le chef de l'État qui y prend part a interpellé la Oumma islamique, exhortant à une mobilisation historique pour la Palestine, vous l'entendrez. Et puis l'FMI vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, les établissant désormais à 7,1%. Cette annonce survient après une mission du Fonds monétaire international à Dakar visant à évaluer la situation économique du pays. Et puis retour ce soir sur ce drame qui a frappé Walfadjri. Le groupe a subi un coup dur avec un incendie ravageur qui a partiellement détruit ses installations. Heureusement, il n'y a aucune perte humaine, mais les dégâts matériels sont immenses. S'agit-il d'un accident ou d'un acte criminel? Le PDG Chernias sera avec nous sur ce plateau. Il est l'invité de ce 20h week-end. Et enfin, dans notre grand format environnement plongé au cœur d'une révolution en marche dans le secteur minier, depuis 2022, le pays déploie un ambitieux dispositif de contenu local, objectif booster l'économie et renforcer l'indépendance industrielle. Une stratégie, vous allez le voir, qui s'appuie sur une plateforme qui révolutionne la passation des marchés. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. Direction la Gambie où le chef de l'État vient de prendre part à la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Et depuis Banjul, un appel résonne avec force. Le président Bassirou Diomaye Faye interpelle la Oumma islamique exhortant à une mobilisation historique pour la Palestine. Son plaidoyer urgent pour un cessez-le-feu immédiat et la promotion d'une solution à deux États ouvre une fenêtre d'espoir pour une paix durable. Oumar Nying. La participation du président Bassirou Diomaye Faye à ce 15e sommet de l'OCI est l'expression d'une amitié fraternelle envers un pays ami dont l'expérience en la matière est une première. Mais au-delà de cette solidarité agissante, le sommet de Banjul est pour le Sénégal un exercice naturel pour un pays membre fondateur ayant organisé à 2 reprises la rencontre. Fort de ce statut, le chef de l'État s'est prononcé sur le contexte mondial dangereux, marqué par la guerre, la violence et l'extrémisme. Il a dit sa préoccupation par rapport à la situation catastrophique à Gaza. Dans le huis clos qui a suivi la cérémonie d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a en effet appelé à une mobilisation plus conséquente de la Oumma islamique pour un cessez-le-feu immédiat et la solution à 2 États, seul gage d'une paix durable dans la région. Le chef de l'État s'est également prononcé sur la mission du COMIAC, leur culturel de l'OCI. Le chef de l'État a dit son ambition de redynamiser le comité pour qu'il réponde mieux à sa vocation de promouvoir les valeurs authentiques de culture et de civilisation islamique. Il a, dès l'entame de son propos, assuré de l'ancrage du Sénégal au sein de l'Organisation pour la coopération islamique. Et en plus bref, sachez que le chef de l'État a eu un entretien avec le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection. La prise de contact a également été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales que les 2 chefs d'État comptent consolider. Et pendant ce temps, les délégations sont désormais au complet, arrivées aux premières lueurs de l'aube. Elles sont prêtes à entamer des discussions cruciales autour de l'unité et du développement durable, un enjeu majeur qui promet de redéfinir les contours de la coopération internationale. Ibrahim Adam. Le ciel de Banjul au service de la Oumma islamique. C'est une arrivée matinale que l'on constate à l'aéroport international de Banjul. À 8h heure gambienne, les avions continuent à fouler le tarmac de l'aéroport international de Banjul. Après quoi, direction le centre de conférence international d'Aouda Kairaba Diawara. Mais sur le chemin, un comité d'accueil pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Vu de dessus, le centre de conférence international d'Aouda Kairaba Diawara se dévoile avec toute sa splendeur. Un centre prêt à accueillir les délégations des 57 membres de l'Organisation de coopération islamique. À l'accueil, le président Adama Barrow,
Un accueil empreint de solennité avant de rejoindre la salle de conférence, lieu où doivent se tenir les travaux. Aujourd'hui, tout s'articule autour du renforcement de l'unité et de la solidarité pour le dialogue, mais aussi pour le développement durable, thème central de ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique. Nous sommes vraiment contents du thème qui a été choisi pour ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique. Comme vous le savez, c'est un thème qui porte sur l'unité, la solidarité et le développement. Et aujourd'hui, il est important pour les musulmans de se soutenir mutuellement, tel qu'a enseigné dans le Saint-Coran. Pour l'objectif aujourd'hui, pour nos chefs d'État, pour nos chefs de gouvernement, est de s'identifier aux enseignements du Saint-Coran pour pouvoir en tout cas mettre en œuvre l'ensemble des actions que les 57 pays membres vont entreprendre pour pouvoir appuyer, mais aussi aider les pays qui en ont besoin. Et c'est seulement par ce moyen que les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui se trouvent dans l'organisation pourront quand même connaître un décollage économique. Donc aujourd'hui, nous appelons vraiment à une matérialisation de toutes les actions, une matérialisation de tous les projets et programmes pour pouvoir en tout cas être en phase avec les enseignements du Saint-Coran. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de dirigeants ont honoré de leur présence pour pouvoir en tout cas assister à ce rendez-vous religieux. Pendant 2 jours, l'organisation va se pencher sur tous les problèmes qui intéressent la Oumma islamique. Et nous restons en Gambie où les participants magnifient l'organisation. Ils souhaitent aussi que des actions concrètes soient prises suivant ces réactions au micro d'Ibrahim Adam. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu en Gambie. Il y a une hospitalité vraiment de la part des populations. En termes d'organisation, rien à dire. Tout est parfait. Maintenant, nous pensons que cette organisation doit être suivie de faits et de décisions qui vont aider les pays membres de l'OCI, surtout les pays les plus pauvres, mais aussi des pays qui ont vraiment rencontré des problèmes et qui continuent en tout cas de rencontrer certains problèmes. Je pense que c'est une chose, les gens qui ont créé ça, ils ont bien fait. Parce que les musulmans, l'islam, c'est une religion universelle. Donc le Saoudien et le Gambien et l'Américain, on est tous sous le même parasol. Donc pour que nous unissons et que nous nous entraidons dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation et financier, je pense que c'est une nécessité. Et on croit bien que alors cela va nous apporter beaucoup. Vous savez, nous, en tant que musulmans, nous écoutons trop les Occidentaux qui veulent nous imposer comme l'homosexualité, alors que nous avons nos valeurs, nous avons des choses à bien suivre. Et pourquoi pas ça? Alors, je pense que si nous nous réunissons, nous pouvons nous entraider pour beaucoup de choses. Mon attente étant que tous les problèmes qui existent dans les pays musulmans, Inch'Allah, vont être discutés au sommet. Et puis, les chefs d'État vont voir comment résoudre ces problèmes-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais on va essayer de voir les problèmes et puis de les résoudre. Le problème de la Palestine a été discuté et puis les chefs d'État sont en train de voir comment résoudre ce problème. C'est un problème qui nous concerne tous. Comme on dit dans le monde islamique, on est tous des frères. Tous les musulmans sont des frères. Donc un problème qui touche à un pays musulman touche tous les autres pays musulmans. Et nous retrouvons justement en direct de Banjul un de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Ndong. Bonsoir Ibrahima. Dites-nous quelles communications ont été présentées lors de cette cérémonie d'ouverture. Bonsoir René Léon Fonseca, merci et bienvenue au Centre international de conférence Daouda Kairaba Jawara. Alors pour les communications, il faut dire tout simplement qu'il y a plusieurs communications
qui ont été faites, des communications articulées pour l'essentiel autour de l'unité et de la promotion de la solidarité, mais aussi la nécessité de s'entraider mutuellement entre musulmans, tel que recommandé par le Saint-Coran. Alors, en termes de communication, il faut dire qu'il y a une première communication qui a été faite par le président du 14e sommet de l'Organisation de coopération islamique, qui en a profité d'ailleurs pour passer le témoin à l'actuel président Adama Barrow, qui va diriger l'OSI pour une durée de 3 ans. À sa suite, il y a le secrétaire général Hissène Birahim Taha, lui aussi qui a pris la parole pour exhorter les musulmans à s'entraider, mais aussi de tout faire pour prendre des mesures concrètes allant dans le sens d'un développement durable. Fonseca, il faut dire tout simplement que la principale communication qui a attiré l'attention des 57 membres de cette organisation islamique reste la cause de la Palestine. Là-dessus, la Oumma a parlé d'une seule voix, la nécessité de trouver une solution durable à ce problème de la Palestine qui ne cesse de causer beaucoup de problèmes à la Oumma islamique, mais aussi à toutes les personnes qui souffrent de ce problème qui dure depuis très longtemps. D'où la nécessité, en tout cas, pour la Oumma d'inviter le monde entier à s'associer à cette décision qui sera prise lors de ce 15e sommet pour pouvoir trouver une solution durable à ce problème de la Palestine. Et concrètement, Ibrahima, quelles sont les attentes des participants? Alors, Fonseca, les attentes sont nombreuses, mais il faut dire tout simplement que, rappelez que c'est une organisation qui compte 57 membres, dont le 27 se trouve dans le continent africain. Et vous comprenez aisément que c'est un continent où beaucoup de pays se trouvent dans une situation de pauvreté, d'où la nécessité de les accompagner en termes d'investissement. Là-dessus, il faut avoir un levier sur lequel il faudra s'activer pour résoudre beaucoup de problèmes. Et pour cela, il y a la Banque islamique de développement qui s'est engagée à accompagner tous les pays membres, mais aussi à matérialiser toutes les actions que l'organisation va prendre lors de ce 15e sommet pour pouvoir accompagner les différents pays dans leur investissement, mais aussi dans leurs activités de développement pour aller de l'avant. Alors, il faut rappeler aussi qu'on a noté une chose très intéressante lors de l'ouverture de ce 15e sommet, c'est-à-dire la présence de l'Église. Ce qui veut dire que le dialogue islamo-chrétien se joue à fond lors de ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique ici en Gambie. Et vous n'êtes pas sans savoir que le dialogue islamo-chrétien est une réalité en Gambie tout comme au Sénégal. Et c'était une manière de montrer à l'ensemble des autres pays qui peut-être n'ont pas eu la chance de vivre cette situation, de voir qu'au Sénégal, en Gambie, le fait de vivre en harmonie entre musulmans et chrétiens, c'est quelque chose de naturel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié. Et on a vu au niveau du hall du centre, beaucoup de personnes prendre des photos entre les membres, les autorités de l'Église catholique. Une belle image qui montre tout simplement que l'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de tolérance, l'islam est une religion de partage et de solidarité. Et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui lors de l'ouverture de ce 15e sommet, une ouverture qui a été précédée bien sûr d'un récital de versets coraniques normal, parce que c'est la Oumma islamique qui est au rendez-vous. Voilà, qui est bien dit. Merci beaucoup Ibrahim Ondong pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous étiez en direct de Banjul où se tient présentement le 15e sommet de l'OCI. Et retour chez nous pour parler du Fonds monétaire international qui a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour le Sénégal en 2024, désormais estimées à 7,1%. Cette annonce fait suite à une mission de 10 jours du FMI dans la capitale ayant pour but d'évaluer la situation économique du pays et de préparer le terrain pour la prochaine revue du programme de soutien de l'institution. On voit tout cela avec Aminata Mengofal. La croissance économique pour l'année 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant.
Une situation due à une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et le démarrage retardé de l'exploitation du pétrole et du gaz, indique le communiqué publié à l'issue de la mission du FMI au Sénégal. En 2023, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile. La croissance économique a dépassé les attentes, 4,6%, reflétant une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide. L'inflation a connu une baisse plus rapide que prévu. Elle est retombée à 5,9%. Selon toujours le communiqué, l'État a constitué des réserves de liquidités en prévision de l'élection présidentielle, ce qui a contribué à une augmentation de la dette du gouvernement central à 73,4%, un taux au-delà du plafond fixé par l'UEMOA. L'exécution du budget a été marquée par une moins-value au niveau des recettes et un dépassement du coût des subventions à l'énergie par rapport à l'enveloppe initiale qui s'élève à 620 milliards de francs CFA. Les perspectives restent toutefois favorables. Les données indiquent que le programme soutenu par les FMI reste globalement sur la bonne voie. Cependant, le communiqué indique que pour atteindre l'objectif de déficit budgétaire de 3,9% du PIB fixé pour la fin de l'année, des mesures ambitieuses devront être prises pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses. Selon le FMI, l'accent doit être davantage mis sur les réformes structurelles portant sur la révision de la formule de détermination des produits pétroliers et la réalisation d'un audit de la compagnie d'électricité Sénélec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire sur l'électricité avec un tarif social pour les ménages vulnérables. En outre, les autorités progressent dans les mesures visant à sortir le Sénégal de la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par le Fonds monétaire international. Les discussions sur la seconde revue du programme sont prévues au mois de juin 2024. Et après 2 ans d'efforts soutenus, le Sénégal franchit une étape importante dans sa quête de souveraineté pharmaceutique. Notre pays vient d'obtenir la certification nécessaire pour produire ses propres médicaments et vaccins. Une avancée saluée par une évaluation positive de l'OMS. Fanta Badji. Le Sénégal est en passe d'atteindre le niveau de maturité 3 en matière de réglementation pharmaceutique. La condition consacre le respect des 9 fonctions réglementaires qui garantissent qualité, sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques conformément aux exigences de l'OMS. Avast NMN3, au-delà d'être le premier pays francophone à l'avoir dans la région africaine, c'est de booster notre économie dans la production et dans l'importation, dans la résilience de nos produits, ce qui répond aux priorités du gouvernement aujourd'hui. Le Sénégal dispose d'un environnement pharmaceutique plus adapté et répondant aux besoins des acteurs nationaux et aux exigences des organismes régionaux et internationaux. En Afrique, plus de 90% des besoins en produits pharmaceutiques sont importés. Dans ce lot, les faux médicaments font légion. Entre 2017 et 2021, plus de 600 tonnes de produits médicaux de mauvaise qualité ont été saisis dans la seule sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2013 et 2021, environ 40% de ces produits médicaux falsifiés ont été découverts, non pas sur un marché clandestin et parallèle, mais malheureusement dans la chaîne d'approvisionnement réglementée. Et le Sénégal n'est pas épargné par cette réalité. La relance de l'industrie pharmaceutique, initiée il y a 2 ans, a dès lors été renforcée par un dispositif juridique et institutionnel pour relever ces défis préalables à l'atteinte de la souveraineté pharmaceutique. Notre pays a ainsi l'ambition de réduire de façon considérable sa dépendance vis-à-vis des importations de produits. Il est impératif d'inverser la tendance. Au-delà de la réglementation, la chaîne d'approvisionnement et les services pharmaceutiques de proximité sont aussi des exigences que le Sénégal a honorées. Il fallait également respecter l'inspection pharmaceutique dans les 14 régions et de façon trimestrielle, le Sénégal l'a respecté. Il fallait également ouvrir des officines privées, ouvrir des unités de production, accompagner les établissements pharmaceutiques, le Sénégal l'a respecté. Mais il fallait également proposer au gouvernement des textes réglementaires, dont la loi 06-2023 qui a révolutionné le secteur pharmaceutique. Mais il fallait également contrôler la qualité des produits avec la surveillance du marché sur des prélèvements d'échantillons amenés au laboratoire et avec une conformité
sur la qualité des produits. La mission de benchmark de l'OMS a décerné une note favorable aux initiatives sénégalaises qui ont conduit à ces performances. L'instance invite cependant à plus d'efforts, notamment dans la production locale de médicaments et de vaccins, gage d'une couverture maladie universelle. Dans l'actualité également ce soir, cet événement tragique qui touche l'un des piliers de notre paysage médiatique, Walfadjri, le groupe de médias, a cessé temporairement d'émettre. Un incendie dévastateur a partiellement détruit ses locaux sans faire de victimes mais laissant derrière lui des dégâts considérables. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de ce sinistre. Retour sur les faits avec Seydina Lunfal. La voix des sans-voix est aphone. Depuis quelques jours, c'est le silence radio et télé à Walfadjri. Après l'incendie qui a ravagé une partie des locaux de Feu Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe. Face à la triste réalité, l'impact de l'incendie est tel que la télévision non seulement n'aimait plus, mais la radio aussi n'aimait plus. Il n'y a que le site internet actuellement qui fonctionne. D'ici la semaine prochaine, nous allons essayer de lancer le digital, de voir si on peut produire, on peut transférer la télé sur le digital. Les émissions qu'il y avait sur la télévision, les éditions du soir et autres, transférées sur le digital, en attendant que les choses puissent reprendre. Caméra, écran, lumière, le studio composé de 3 plateaux et la régie témoignent encore de la violence de l'incendie. Il y a le plateau où l'on était, le plateau de l'édition du soir. Il y a le plateau derrière moi où on a réalisé la fameuse soirée électorale du 24 mars dernier. Il y a aussi un autre plateau ici. Donc il y a en tout trois plateaux physiques qui étaient là. Il y a un autre plateau démontable qui est souvent transféré ici. Donc l'ampleur des dégâts est incommensurable. Donc il y a plusieurs investissements qui ont été faits ici avant la campagne, peut-être des dizaines de millions, mais une télévision c'est des installations et les installations coûtent plus cher que le matériel même parfois. Donc les installations peuvent être estimées un peu à des centaines de millions quand on sait comment ça se passe. Donc l'ampleur des dégâts, encore une fois, est incommensurable. Ici, rien n'a été épargné. Tout a été détruit, emporté par les flammes. Le fait que le ministre de la Communication se soit déplacé ici le soir même, 1 heure après l'incendie, prouve que les autorités, quand même, nous ont témoigné de solidarité après ce qui s'est passé ici. Maintenant, vous savez, la vocation d'un média qui sert dans le service public n'est pas de demander de l'aide au pouvoir public. Donc, nous, comme l'a dit souvent Feu Sidi Lamine Niasse, notre seul patron, c'est le peuple sénégalais. Nous n'avons pas d'autres patrons. Donc, s'il y avait à demander peut-être de l'aide, c'est au peuple sénégalais que nous demanderions cette aide-là. Maintenant, les pouvoirs publics peuvent vraiment, comme dans l'élan où a parlé le président de la République hier concernant une presse équilibrée, diversifiée, pluraliste. Donc, venir en aide, en quelque sorte, au groupe Walfadjri. Parce que Walfadjri, aujourd'hui, est un outil démocratique. Leur outil de travail réduit en cendres, le personnel de Walfadjri salue néanmoins l'élan de solidarité des populations et des autorités. Ça fait du baume au cœur et ça rend moins pénible le choc qu'on a vécu mardi dernier. Les populations ont eu un grand élan de solidarité et à chaque fois, ils nous interpellent à travers la rue ou les réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour que vous puissiez reprendre vos programmes. Donc c'est un vrai élan de solidarité qui nous donne encore plus de courage à surmonter, à œuvrer pour dépasser cette étape-là. Selon les responsables du groupe Walfadjri, cet incendie est l'un des pires catastrophes de l'histoire des médias au Sénégal. Le personnel dit subir dignement cette épreuve en attendant l'évaluation exacte des dégâts estimés à plusieurs centaines de millions. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie attribué à un court-circuit.
Walf TV a brûlé un sinistre puisque les flammes ont ravagé tous les équipements du studio principal depuis cet écran noir chez notre confrère du Front de Terre. Walfadjri est un maillon d'un groupe de presse créé au milieu des années 80 et qui se définit comme la voix des sans-voix aujourd'hui. Il traverse une situation difficile. La direction et le personnel attendent un soutien des autorités et de tous pour permettre à la télé de reprendre ses programmes. Sauver Walf, un soldat de l'info, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Walfadjri qui renvoie à l'aube fraîche prend feu en soirée. Ce qui est arrivé est une catastrophe pour un groupe déjà fragilisé par une succession d'événements d'infortune, en dépit de la volonté de ses travailleurs de surnager dans un contexte difficile. Le feu est venu dévaster un outil de travail qui, à vrai dire, n'appartient plus qu'au seul porteur d'un projet né de l'ambition d'un homme, feu Sidi Lamine Niasse. Il a osé se lancer dans la presse avec d'abord un mensuel éponyme en 1984. La suite de l'histoire, on la connaît, avec d'autres titres comme Walf Grand Place et Walf Sport. Puis, la bande FM est investie. Sur les starting blocks, des anciens de la RTS entourés de jeunes enthousiastes. Une belle aventure radiophonique avec ses temps forts, comme l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir et l'inoubliable naufrage du Diola. Au début de ce troisième millénaire d'espérance, Walf TV est sur satellite contournant les difficultés d'obtenir une fréquence. Ce n'est qu'autour de 2007 qu'un signal clair est accessible à tous. Walfadjri, c'est une odyssée à travers une jungle médiatique épineuse ou une mer houleuse de méduses. La liberté de ton, parfois considérée comme excessive, a valu bien des déboires à Walf, qui ne cherche pas toujours à plaire au prince. On croirait même que le média veut déplaire. Mais tant que cela reste dans les limites des principes fondateurs du journalisme, de la déontologie et de la responsabilité, ça s'entend. Les différentes alternances politiques au Sénégal depuis l'an 2000, le groupe y aura contribué par l'éveil des consciences populaires, se mettant souvent à dos des autorités frileuses, prompt à cisailler son signal et à menacer de retirer sa licence. Dans cet incendie, du précieux et coûteux matériel a été perdu, mais les vies sauves s'impatientent de reprendre l'exaltante mission d'information des sans-voix. Si la question d'une nécessaire assurance se pose, il est attendu, dans l'urgence, une contribution solidaire, volontaire, la plus large, pour que Walf TV soit de nouveau on air. Et nous recevons justement sur ce plateau de 20h le PDG de Walfadjri, M. Chernias. Bonsoir. Bonsoir, M. Fonseca. M. Niasse, pouvez-vous nous décrire les circonstances exactes dans lesquelles l'incendie a commencé? A-t-il été détecté pendant les heures d'ouverture ou hors des heures de travail? Alors, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une petite digression. L'occasion pour moi de magnifier ma présence ici à la RTS, la chaîne nationale, la chaîne de tous les Sénégalais. Donc c'est un honneur, un bonheur même, un privilège d'être ici. Je profite également de l'occasion pour féliciter et encourager le nouveau DG, M. Pape Alénian, qui, à travers ce geste, montre clairement sa volonté de rupture par rapport à ses prédécesseurs, mais également, c'est ce que je pense, il incite vraiment les Sénégalais à s'approprier la RTS. La RTS n'est pas seulement la tribune de l'État ou des activités gouvernementales, mais c'est véritablement l'affaire de tous. Donc c'est l'occasion aussi d'exprimer leur mécontentement ou leur souffrance, comme c'est le cas ici. Donc je l'invite vraiment à persévérer dans cette dynamique d'ouverture et d'élargissement, au plus grand bonheur en tout cas des Sénégalais. Pour en revenir à votre question, le mardi soir à 19h55, alors que naturellement je n'étais pas au bureau, je faisais du sport, les techniciens de Walfadjri m'ont appelé. Ils m'ont appelé pour m'informer qu'il y avait un départ de feu au niveau du studio principal. Donc c'est un studio multifonctionnel où on fait 80% des émissions de Walfadjri. Quelques minutes plus tard, grâce à l'utilisation des extincteurs du bâtiment, on m'a dit que le feu était maîtrisé. Par la suite, on s'est rendu compte en réalité qu'il y avait d'autres foyers, d'autres départs de feu et naturellement, les techniciens ne pouvaient pas faire face à ce multitude de foyers et on a rapidement appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus quelques minutes plus tard et qui ont, après quelques heures, pu maîtriser le feu. C'est l'occasion pour moi, avant de vous donner la parole, de rendre hommage à ces sapeurs-pompiers qui ont véritablement risqué leur vie pour protéger le bâtiment de Walfadjri et protéger le personnel. Leur slogan « Sauver ou périr » n'est pas seulement un slogan,
mais c'est vraiment quelque chose d'ancré en eux. Et donc, merci à eux. Mais quels sont les premiers éléments identifiés par les enquêteurs? S'agit-il d'un acte criminel ou tout simplement d'un accident? Écoutez, pour l'instant, l'enquête est en cours et en tant que juriste, il ne m'appartient pas de violer le secret de l'enquête. Donc, ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que on a visionné les caméras de surveillance au niveau donc, des studios qui ont brûlé. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine. Donc, le fait de l'homme est écarté, en tout cas a priori. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit écarter la thèse criminelle ou privilégier la thèse accidentelle. L'hypothèse d'un court-circuit, votre élément en fait référence, est une hypothèse qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas, il y a d'autres hypothèses aussi, je pense que les enquêteurs vont les dévoiler par la suite, mais il est fort possible que le fournisseur d'électricité ait envoyé une charge trop importante ou, à contrario, une charge trop faible et que les machines n'ont pas pu faire face à cette surcharge ou le contraire. Donc, à ce moment-là, en tout cas, on ne peut pas dire concrètement ce qu'il en est. On laisse les enquêteurs faire leur travail, les experts mener donc ce travail-là et de nous dire concrètement ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. Et avant cet incendie, quelles étaient les mesures de sécurité à incendie au sein même de l'immeuble abritant le groupe Walfadjri? Merci. En réalité, on avait pris toutes les mesures pour justement prévenir de tels incendies. Tout d'abord, on a énormément investi dans l'acquisition d'extincteurs, dans l'acquisition de détecteurs de fumée, dans la formation du personnel pour justement prévenir tout incendie. Et d'ailleurs, les sapeurs-pompiers ont salué le fait que le travail des techniciens, dès le début, avec l'utilisation des extincteurs, ont permis, en tout cas, ont facilité grandement leur travail par la suite. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas suicidaires, on se serait passé, mais allègrement, de ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est la volonté divine et en tant que bon croyant, on doit l'accepter. Mais on avait pris toutes les mesures idoines pour éviter un incendie. En tout cas, on a limité les dégâts puisqu'on déplore des dégâts matériels, mais fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Mais ces mesures ont-elles fonctionné parfaitement? Écoutez, ces mesures ont fonctionné dès lors qu'on a limité les dégâts. Vous savez, on aurait pu, vu l'ampleur des dégâts, on aurait pu déplorer des pertes en vie humaine. Maintenant, il faut savoir que nous attendons une enquête approfondie de la part des autorités judiciaires pour savoir réellement l'origine de cet incident. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente, dans l'expectative du travail des autorités pour pouvoir tirer les conséquences. Mais avez-vous souscrit une assurance tout risque? Bien naturellement, nous n'avons pas souscrit une assurance, nous avons souscrit des assurances pour protéger non seulement le personnel de Walfadjri, pour protéger le bâtiment, pour protéger également le matériel. Donc on a eu pris toutes les mesures, mais comme vous le savez, les compagnies d'assurance exigent de connaître l'origine même du sinistre, avant même de pouvoir indemniser, pour savoir si c'est couvert ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle, je vous le dis encore une fois, on attend le travail des enquêteurs pour connaître réellement ce qui s'est passé. Nous sommes les premiers demandeurs, en tout cas, des conclusions des enquêteurs pour non seulement être indemnisés par les assureurs, mais aussi pour prévenir par la suite un tel incendie pour que plus jamais nous ne connaissions en tout cas ce genre de mésaventures. Et en attendant, quelles sont les solutions à court terme, un plan à court terme pour reprendre, disons par exemple, les émissions de télé, radio? Existe-t-il des installations temporaires envisagées? Écoutez, actuellement, on est en train de travailler naturellement pour reprendre le plus rapidement possible. Vous savez, le jeune entrepreneur que je suis, si je pouvais dès ce soir même reprendre le signal, je l'aurais fait. Mais bien sûr, le principe de précaution nous commande d'y aller avec prudence et avec précaution pour ne pas réitérer ce genre de mésaventure, ce genre de tragédie. Et donc, bien entendu, nous sommes en train de confectionner en tout cas de nouveaux plateaux. Et malheureusement, en fait, le feu est allé jusqu'aux salle serveur, salle régie. C'est la raison pour laquelle le travail est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Les pertes sont chiffrées, mais à des centaines de millions, donc c'est extrêmement compliqué. Vous dites que les pertes sont estimées à des centaines de millions. Comment l'estimation des dommages matériels ont été réalisés? Monsieur Fonseca, cet événement est une catastrophe. C'est une calamité. C'est plus que ça, c'est une tragédie. Les mots ne sont pas assez forts, hein.
il s'agit de la plus grande tragédie de l'histoire de la presse sénégalaise. Les pertes matérielles sont chiffrées à près d'1 demi-milliard de francs CFA. 500 millions de francs CFA. 500 millions et peut-être même au-delà parce que l'enquête, on n'a pas tout chiffré, mais ça peut aller bien au-delà. Les pertes sont colossales et énormes. À une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses peinent à payer les salaires convenablement. À une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses peinent à payer des charges les plus élémentaires. À une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses connaissent des difficultés, des tensions avec leurs syndicats. Aujourd'hui, Walfadjri fait figure d'exception. Il a toujours payé ses salaires à temps et convenablement. Walfadjri n'a jamais connu de mouvement d'humeur de la part de son personnel. Walfadjri aujourd'hui, et on le doit naturellement au père fondateur, M. Sidy Lamine Niasse, qui a toujours veillé à l'exemplarité et à la crédibilité de son organe de presse. Malheureusement, le coup du sort aujourd'hui s'abat sur nous et c'est vraiment difficile, c'est un choc. Tout à fait. Une dernière question. Qu'attendez-vous des autorités de ce pays, de la RTS, la chaîne mère, mais aussi de ces Sénégalais, ces sympathisants de Walfadjri? Écoutez, les autorités, tout d'abord, je tenais à remercier le ministre de la Communication qui est venu d'Ardar le mardi, 1 heure après l'incendie. Et lorsqu'il est venu, naturellement, le courant était coupé et les pompiers continuaient donc à maîtriser le feu. Donc, il est venu exprimer sa compassion, s'enquérir de la situation et exprimer sa compassion, sa solidarité envers le groupe Walfadjri. Il a également informé qu'il allait aider Walfadjri. Nous attendons naturellement qu'il joigne le geste à la parole, mais nous l'invitons également à revenir à Walfadjri parce que ce soir-là, on ne pouvait pas voir l'ampleur des dégâts. Il a même eu cette formule qu'il y avait plus de peur que de mal. Mais le lendemain, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de peur et plus de mal. Donc, nous l'invitons à revenir pour voir vraiment l'ampleur de ces dégâts. Nous invitons également le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a toujours exprimé sa solidarité, son affection sans faille, son soutien à Walfadjri lorsque le régime précédent avait coupé notre signal à plusieurs reprises, lorsque le régime précédent avait retiré notre licence, lorsque le régime précédent avait emprisonné nos journalistes, lorsque le régime précédent avait bloqué une cagnotte populaire, à chaque fois, M. Ousmane Sonko était venu physiquement à Walfadjri exprimer son soutien. M. Ousmane Sonko, à tout le moins, nous appelait. Donc aujourd'hui, nous attendons vraiment ce geste du Premier ministre, également du Président de la République. Parce qu'il faut le rappeler, M. Bassirou Diomaye Faye, son Excellence, lorsqu'il était candidat et que le CNRA avait interdit son temps d'antenne à la RTS, c'est Walfadjri, le seul média, qui lui a offert gracieusement, gratuitement, un temps d'antenne et qui lui a offert même un entretien qui lui a permis de se faire connaître des Sénégalais. Et je pense que tous les spécialistes en communication sont d'accord sur le fait que cet entretien a été décisif. Donc, nous attendons des autorités, pas un retour d'ascenseur. Bien sûr, nous ne sommes pas demandeurs et nous n'attendons pas de ça. Mais nous attendons à tout le moins une compassion. Les Sénégalais, le public et le personnel sont résilients. Le public comme le personnel sont forts mentalement et ils savent que Walfadjri renaîtra de ses cendres tel le phénix. Donc, je ne fais pas de soucis. Et de la RTS et la RTS aussi. Je pense que la tribune que vous nous offrez aujourd'hui montre que la RTS aujourd'hui est véritablement la télé du peuple, la chaîne nationale. Et nous vous remercions par la suite. Je pense que nous aurons d'autres échanges plus approfondis avec le DG, M. Pape Alé Niang, qui a beaucoup d'affection et qui s'est toujours battu aux côtés de Walfadjri. Et nous lui souhaitons bon vent. Il a eu beaucoup de critiques, mais c'est quelqu'un de résilient et c'est quelqu'un de fort mentalement. Et nul doute qu'il va réussir sa mission. Donc, dans l'ensemble, nous sommes atteints. Et il y a une gravité, mais énorme, aujourd'hui, ce qui se passe à Walfadjri, mais nous allons réussir notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de servir le peuple. Notre mission, c'est quoi? C'est d'être le mur des lamentations. Notre mission, c'est quoi? C'est d'être la voix du peuple. Donc, cette mission-là, nous allons le continuer. Vous savez, le père fondateur, Sidy Lamine Niasse, disait que Walfadjri allait avoir 100 ans. Au mois de janvier, nous avons fêté 40 ans. Donc, la route est encore longue. Et Inch'Allah, nous allons continuer de plus belle. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Niasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Walfadjri.
Alors que le Dakar de Médina Gounass touche à sa fin, l'affluence atteint son apogée. Les fidèles venus des 4 coins du pays et au-delà se rassemblent pour vivre les derniers jours de cette retraite spirituelle intense, un moment sacré consacré à la prière et à la méditation. Abdoulaye Sinkare. À moins de 48 heures de la clôture, l'affluence continue de plus belle au Dakar de Médina Gounass. Derrière le tumulte des commerces et autres activités connexes, il y a les prières et invocations. Ce pèlerin vient au Dakar depuis 1972. Dakar bi li tubaab di wax campagne fukki fan yi campagne la campagne bi yëpp li ñu fiy dajale képp koo xam ne ki yaa ngi wattu alquran 24 heures bi na nga fexe ba def silki alquran. Le Dakar est comme une campagne. Il est demandé aux pèlerins de lire le Coran. Ceux qui ne le peuvent pas ont la possibilité de faire 41 saïfiou ou 12 000 salatul fatiha chaque 24 heures et ne jamais rater la prière à la mosquée pendant tout le séjour. Lima oxliga fukki junne ak ñaar 24 heures bu nekk nga def fukki junne ak ñaar ci salatul fatiha. Les pèlerins, même après plusieurs décennies de présence, ne veulent jamais rater le rendez-vous du fait de ses nombreux bienfaits. ñeent fukki at ak ñetti maa ngi ñëw Dakar alhamdulilah rabbil alamin depuis bu ma commencé ñëw ba Dakar ren bi tarduma benn Dakar. Ça fait 43 ans que je viens au Dakar. Quand on vient une fois, c'est sûr qu'on va revenir, car il y a beaucoup de bénédictions. am wérgu yaram doo ko foose mukk doo tardé mukk. Au Dakar de Ngidjilogne, qui regroupe 4 villages du Fouta, nous faisons la rencontre d'Amatli. Le centenaire qui s'est habitué à cette vie d'ascète fait sans doute partie des doyens du Dakar. Nous sommes plus de 1000 pèlerins de Ngidjilogne. Cela fait 16 ans que je n'ai pas raté une édition. Nous avons un doyen qui est là depuis le début. Il s'appelle Amatli et il a plus de 100 ans. Il a 104 ans cette année. Démarré dans un cadre familial, le Dakar attire aujourd'hui des fidèles venus de partout. Ces pèlerins du Saloum perpétuent une tradition instaurée par le grand-père, El Haj Malik Sall, qui a connu le fondateur du Dakar. booba la commencé ñëw Dakar ci jamono Thierno Momo Seydou li comme na ñun ñooy suñu njaboot nit fu kilifaam jëm rek foofu lay jëm nee na jamono bi mu fiy ñëw moom kese kenn moo nekkoon wolof ci biir tukulóor yëpp. C'est notre grand-père qui venait au Dakar. Il nous racontait qu'à l'époque, il était le seul à venir du Saloum. Aujourd'hui, tous ses descendants ont l'habitude de venir. Malgré l'austérité de la nature, cette retraite est devenue au fil des ans un rendez-vous spirituel incontournable. gën gaa tuuti ba na nga góorgóorlu moom bi nga tàmmalee Dakar ba Dakar bi mu jeex lu mu tuuti na nga def ñetti kaamil li nga def ay junni doomi aadama wala ay millions doomi aadama. Des milliers ou des millions de pèlerins qui récitent le Coran tous les jours. Cela doit nous valoir beaucoup de bénédictions. Les fruits sont visibles partout au Sénégal et à travers le monde. feeñ na ci Dakar bi feeñ na ci dëkk bi feeñ na ci Sénégal yëpp feeñ na ci àdduna bi yëpp. C'est le moment pour les pèlerins de multiplier les prières et les invocations. Car chaque heure qui passe rapproche un peu plus le dernier jour. La 83e édition du Dakar bat son plein depuis le 27 avril. Le bilan des interventions des sapeurs-pompiers est déjà conséquent. 395 interventions, dont 211 secours à victimes, 13 incendies et 27 accidents de la circulation. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, plus mobilisée que jamais, a déployé plus de 400 éléments et d'importants moyens matériels pour garantir la sécurité et la couverture sanitaire de l'événement. Tidiane Sissé. Une ambulance de secours médicaux en pleine intervention sur le site du Dakar de Médina Gounass. Comme l'année dernière, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé des moyens très conséquents pour assurer leur mission. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé des moyens humains et matériels conséquents. Pour ce qui est du personnel, notre dispositif est fort de 439 gradés et sapeurs, dont 18 officiers, et parmi lesquels 3 médecins.
Pour ce qui est du matériel, 63 engins, dont 18 engins pompes, c'est-à-dire des engins de lutte contre l'incendie. Cette forte mobilisation des sapeurs-pompiers a permis de réaliser plus de 395 interventions, dont 13 incendies, 171 secours à victimes, 27 accidents de la circulation qui ont malheureusement coûté la vie à une personne. Le dispositif de la brigade poursuit sa mission en parfaite relation avec les autres secteurs, les autres services, comme la gendarmerie, avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Mais aussi, je rappellerai qu'on dispose d'outils d'aide à la décision, comme les drones, les caméras de surveillance, qui nous permettent de faire, d'être plus efficaces dans ce que nous faisons. Donc nous continuons à redoubler de vigilance, parce que notre mission n'est pas encore terminée. À la fin de la cérémonie religieuse, il y aura le retour des pèlerins. Je les exhorte vraiment à faire preuve de prudence. Il n'y a pas à se précipiter, parce que l'année passée, on a quand même enregistré des accidents de la circulation pendant le retour. Pour cette édition 2024 du Dakar de Médina Gounass, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé plus de 400 éléments. Leur mission, assurer la couverture sécuritaire et médicale du Dakar du 23 avril au 7 mai 2024. Ce soir, notre rubrique environnement et développement durable met en lumière une initiative majeure du Sénégal dans le secteur minier. Depuis 2022, l'État a lancé un dispositif ambitieux de contenu local destiné à dynamiser l'économie nationale et renforcer la souveraineté industrielle. Piloté par un secrétariat national, ce mécanisme inclut une plateforme électronique innovante qui centralise toutes les interventions, tant publiques que privées, en matière de passation de marché. Grand format signé Lamine Touré. Le contenu local, pas que dans les hydrocarbures. Le secteur minier est aussi concerné. C'est une feuille de route au contour ambitieux pour le Sénégal. Reprendre la main dans ce qui pourrait booster l'économie nationale, un gage de sécurité et de souveraineté dans la gestion des ressources naturelles du pays. En 2022, déjà, une loi est promulguée dans ses décrets d'application. Un secrétariat technique est institué. Dans son positionnement stratégique, il fait office de régulateur. Le secrétariat technique est aujourd'hui l'organe, j'allais dire, de régulation de la politique de ce contenu local dans le secteur minier. Nous assurons la promotion du contenu local, mais aussi nous assurons le contrôle, a priori et a posteriori, de, en tout cas, toute la procédure d'attribution des marchés dans le secteur minier. Parce que depuis l'installation, le développement de cette plateforme, les sociétés minières ont l'obligation de poster tous leurs plans de passation des marchés via cette plateforme électronique de mise en relation. Un dispositif qui comporte des données ouvertes et permet aux Sénégalais de s'informer en temps réel, notamment pour ce qui concerne les passations de marché dans le secteur minier, comme le prévoit la Constitution. Cette plateforme est l'unique portail de publication des opportunités de marché dans le secteur minier. C'est une plateforme de mise en relation entre les sociétés minières, les sous-traitants et les fournisseurs locaux qui interviennent dans le secteur minier. À travers cette plateforme, l'État veut favoriser l'accès à l'information pour toutes les opportunités de marché et la transparence dans les façons d'attribuer les marchés dans le secteur minier. Égalité des chances, préférence nationale, le contenu local tel que décliné permet aux entreprises minières sénégalaises de capter des opportunités de marché dans l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. L'objectif qui est visé, c'est que nos entreprises locales puissent capter davantage les opportunités de marché et éviter que ces marchés lancés par les sociétés minières puissent être captés par des prestataires étrangers. C'est l'un des aspects de la politique du contenu local. Au-delà des marchés, la main-d'œuvre locale est favorisée à travers la politique du contenu local, notamment par une préférence nationale. Au-delà de la main-d'œuvre, il existe ce que nous appelons le plan de succession. Le plan de succession n'est rien d'autre qu'un engagement des sociétés minières à faire retirer progressivement le personnel expatrié qui se trouve être au sein de leur personnel pour que ces postes puissent être pourvus par des Sénégalais. À ce jour, pas moins de 300 sociétés minières se sont inscrites sur la plateforme. Le volet formation fait partie des orientations majeures de ce comité technique. Ici, tout se fait en ligne. C'est le cas pour cette session de mise à niveau pour les modalités de passation des marchés.
C'est sur la plateforme, c'est sur les procédures de passation des marchés, des appels d'offres, des avis à manifestation d'intérêt. Nous avons convié toutes les sociétés minières et sous-traitants, ce que nous appelons les entreprises donneurs d'ordre, c'est-à-dire les entreprises qui donnent des marchés, qui ont des plans de passation des marchés. Et nous les avons conviés à cette séance d'aujourd'hui pour leur montrer encore davantage, les former à l'utilisation de cette plateforme. C'est une formation qui durera 2 jours, mais à compter du 7, le 7 et le 8, nous allons le faire aussi pour les fournisseurs locaux. Nous sommes toujours dans cette logique d'accompagner, parce que quand même c'est une nouvelle politique, d'accompagner les entreprises à s'approprier de cet outil de travail. Le secrétariat technique en charge de la promotion du contenu local dans le secteur minier travaille avec plusieurs structures de l'État, l'ADPME, 3FPT, entre autres. Il s'agit là de définir des modules de formation pour le personnel et les entreprises locales. Lancement du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Financé à hauteur de 95 milliards de francs CFA, les activités du projet seront menées sous l'impulsion du PUMAN avec comme ancrage institutionnel le ministère de la Famille et des Solidarités. Ce projet sera exécuté dans les 44 communes situées sur la frontière sénégalo-mauritanienne de Saint-Louis à Bakel. Lamine Fall et Maman Moussagna. Une séance de travail pour jeter les bases d'un projet à impact socio-économique considérable. Le PUMAN, la Banque mondiale ainsi que la tutelle ministérielle pour lancer officiellement le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. On a fait des échanges, discuté sur ce projet innovant, parce que c'est un projet qui touche d'abord 44 communes dans 3 régions. Dont la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région de Tambacounda. Vu les défis à relever, le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal se veut une opération d'envergure sous-régionale. Il va intervenir conjointement dans des pays frontaliers du Sénégal que sont la Mauritanie et plus tard le Mali. En ce qui concerne la Mauritanie, nous avons donc 4 wilayas qui bénéficient aussi du même financement, d'un montant de 94 milliards ou 95 milliards pour le Sénégal et d'un montant de 30 et quelques milliards pour la Mauritanie. Les besoins dans les zones frontalières sont énormes. Le PUMAN, sous le regard bienveillant de la tutelle, reste conscient de l'urgence de la question. À terme, ce projet vise à promouvoir des systèmes dynamiques de développement communautaire et d'inclusion sociale, ainsi qu'à renforcer la résilience des bénéficiaires face aux différentes vulnérabilités auxquelles elles sont exposées. C'est un projet de résilience et d'intégration régionale, transfrontalier, qui devrait normalement apporter beaucoup de solutions liées à certaines préoccupations dans ces zones-là, dans le domaine de l'agriculture, de l'hydraulique, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la jeunesse, des sports. Bref, un projet multisectoriel à l'assaut de la vallée du fleuve Sénégal, dont les populations restent fortement impactées par les effets du changement climatique, l'économie de la région perturbée, les moyens d'existence dégradés, la sécurité alimentaire impactée. Comme alternative, un projet pourvoyeur de solutions prêt à l'exécution et qui vient à point nommé. L'accord a été déjà signé en mars 2024, donc voilà, tout est en ordre normalement pour le démarrage. Son démarrage se fera sous peu. Avec ce projet, c'est le programme de modernisation des axes frontaliers PUMAN qui prend un peu plus une autre dimension. Le bureau de mise à niveau va octroyer des primes de 497 millions de francs CFA à une vingtaine d'entreprises sénégalaises. La convention repose sur des engagements d'investissement à hauteur d'1,2 milliard par ces PME. Depuis 2004, date de sa création, le bureau de mise à niveau a accompagné plus de 800 structures, nous dit Oumou Kalsoum Sall. Ils sont 21 entrepreneurs sénégalais et ils viennent d'engager leur structure dans une convention avec le bureau de mise à niveau. Ces entreprises vont mettre en œuvre leur projet avec 1,2 milliard de francs CFA
Et à côté, donc, le bureau de mise à niveau va octroyer des primes de l'ordre de 497 millions de francs CFA. Donc, ça va être des subventions gratuites qui vont leur être octroyées. Mais bien avant cela, il y a eu quand même un accompagnement technique. Et donc, l'accompagnement technique a consisté à la réalisation de diagnostics. Donc, ce sont des diagnostics stratégiques qui ont permis donc de pouvoir donc déterminer quelles étaient les forces et faiblesses de ces entreprises-là. Ces entreprises signataires évoluent dans divers domaines. Ce partenariat va renforcer leur compétitivité. En tant que PME, on veut vraiment grandir. Et pour grandir, il faut se faire accompagner. Moi, ce que je faisais, les investissements que je faisais, c'était sur fonds propres. Chaque année, je faisais des investissements sur fonds propres. Maintenant, si on a des entreprises comme même des bureaux de mise à niveau pour pouvoir nous accompagner dans ce sens, vraiment, je pense qu'à l'ascension, ça sera avancé beaucoup plus rapide. Nous sommes dans la confection des tenues qui demandent vraiment des exigences très stratégiques pour nos clients. Donc, et pour ça, on a besoin de certification. Donc, et là aussi, on a vu nécessaire vraiment de venir au bureau de mise à niveau pour être accompagné sur le plan matériel et maintenant aussi sur le plan de la certification. Notre société multiservice agricole évolue dans la chaîne de valeur du lait local. Grâce à cette convention, sur le point d'accroître notre capacité de production, d'améliorer le produit que nous mettons à la disposition des consommateurs, d'acquérir un moyen logistique et de mieux formaliser la gestion, on va dire un peu, de la structure sur le plan comptable, etc. Le bureau de mise à niveau créé en 2004 est un instrument de l'État pour accompagner les entreprises nationales dans leur structuration et leur développement. En 20 ans, le bilan est remarquable. Le bureau de mise à niveau est actuellement à 874 entreprises accompagnées, donc dans des secteurs, comme j'ai dit, vraiment diversifiés, et donc qui sont également installés dans toutes les régions du Sénégal. Et donc depuis également donc, le démarrage, on est actuellement à 137 milliards de francs CFA d'investissement qui ont été réalisés par ces entreprises. Et à côté, nous avons également des engagements du bureau de mise à niveau de l'ordre de 37 milliards de francs CFA de primes octroyés, dont actuellement on est à peu près à un peu plus de 28 milliards de francs CFA effectivement décaissés pour ces entreprises. Et sur la création d'emplois également, ça il faut également le préciser. Donc avec l'accompagnement du bureau de mise à niveau, donc ce sont des entreprises qui parviennent à faire de la valeur, donc à faire de la croissance et également à créer des emplois. Ces structures ont entre 1 et 3 ans pour réaliser les investissements annoncés, ce qui leur permettra de bénéficier des subventions non remboursables du bureau de mise à niveau. L'université Assane Seck de Ziguinchor vient de signer une convention avec le Millennium Challenger Grant. Ce partenariat stratégique vise à mettre en œuvre le plan d'apprentissage post-compact électricité, un projet conjoint entre le Millennium Challenger Corporation et le gouvernement du Sénégal. Mariama Bangoura. Signature et poignée de main, dans une parfaite convivialité. L'université Assane Seck de Ziguinchor vient de finaliser l'accord compact électricité du Sénégal conclu entre le Millennium Challenger Corporation et le gouvernement du Sénégal. Un projet qui vise essentiellement à améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Le projet que nous déroulons en ce moment, qui est le projet du compact du Millennium Challenge Account, est un projet qui vise aujourd'hui à moderniser et à renforcer le secteur de l'énergie et plus particulièrement le sous-secteur de l'électricité. C'est un projet également qui vise l'accès universel et donc aujourd'hui nous intervenons dans plusieurs régions. L'implication de l'université dans un tel projet vise à mettre en œuvre un plan d'apprentissage post-compact pour le secteur de l'électricité. C'est à travers des mémoires, à travers la recherche au sein de l'université, donc au niveau des masters, au niveau également des post-doctorants et également au niveau des professeurs qui vont les encadrer, nous assurer que les résultats du compact seront analysés, que les résultats du compact également seront passés au peigne fin. Une aubaine pour les autorités de l'université qui voient dans cet accord une manière de mettre en pratique les capacités et des professeurs et des étudiants. Nous aurons l'opportunité de pouvoir mettre en place des équipes de recherche, des équipes associant les enseignants-chercheurs déjà réputés pour la qualité de leurs travaux, mais
Au-delà des préoccupations d'ordre scientifique, il y a bien entendu des préoccupations d'ordre économique. Ce projet d'électrification rurale est un don du peuple américain au Sénégal. Il est cofinancé par l'État du Sénégal et le gouvernement américain à hauteur de 330 milliards de francs CFA. Près de 66 millions de francs CFA seront alloués à cette convention avec l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et en sport, pour finir, le comité national olympique et sportif sénégalais a rassemblé les présidents de fédération et les membres de son comité directeur pour faire le point sur les progrès réalisés entre 2021 et 2023 à l'ordre du jour. Non seulement l'examen des rapports périodiques, mais aussi la remise de chèques de préparation aux athlètes qualifiés pour les prochains Jeux olympiques de Paris. Fatmata Savané. Une rencontre statutaire du Comité national olympique et sportif sénégalais qui a pour objectif l'examen des rapports d'activité et financiers. Une opportunité saisie par le comité directeur du CNOS pour échanger et partager sur les acquis et projets de l'organisation. Nous avons examiné le rapport d'activité et le rapport financier du Comité national olympique et sportif sénégalais, notamment le rapport financier sur la période 2021-2023. Mais nous avons saisi l'occasion aussi pour de délivrer des informations générales à nos mandants. Grosso modo, ce que nous retenons, c'est que les choses avancent bien. En tout cas, nous avons eu d'importantes observations au retour de nos mandants que nous allons prendre en compte. Le rapport d'activité et le rapport financier ont été adoptés à l'unanimité. Et je pense que si on peut encore faire par acclamation pour constater que c'était le cas. Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 au cœur des échanges, un événement majeur qui se tiendra sur 14 jours en terre sénégalaise et près de 5000 athlètes y prendront part. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour présenter l'état d'avancement dans la préparation des JOJ Dakar 2026, cet événement majeur que notre pays va accueillir. Monsieur le directeur de cabinet a remercié Madame le ministre, d'abord pour sa disponibilité à l'égard du Comité national olympique. Je le disais tout à l'heure, depuis les premiers pas qu'elle a posés, et depuis qu'elle pose ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une activité qu'elle mène allant dans le sens du sport sans convier le Comité national olympique. Et en tout cas, c'est l'occasion pour les membres du comité directeur, le président Mamadou Diaye en tête, toutes les présidentes et tous les présidents de fédération, de lui adresser nos vœux de plein succès. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a été représenté. L'interlocuteur privilégié pour tout ce qui est mise en œuvre, élaboration et mise en œuvre des politiques sportives, naturellement, se fera avec le Comité national olympique et sportif sénégalais. Je profite de l'occasion pour vous réitérer sa volonté de vous rencontrer dans les meilleurs délais avec le président Diagna à la tête pour échanger avec vous sur les nouvelles orientations articulées autour des infrastructures, autour de la réforme du cadre normatif, autour de la formation, autour du financement du sport, qui sont des préoccupations réelles dans le secteur. Donc je pense que très rapidement on se retrouvera pour aborder ces questions et essayer de faire de sorte que le sport sénégalais fasse encore plus de bons en avant. Le CNOS a octroyé des chèques pour soutenir les athlètes qualifiés aux JO de Paris pour leur préparation. Par ailleurs, le président Diagne Ndiaye a aussi tenu à marquer de son empreinte cette réunion, la première sous l'ère du ministre Khady Diène Gaye. Ainsi va l'actualité de ce samedi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. Salam sama xarit yi tey nag